Bienvenue dans ce premier numéro de Clémo Halayo, le premier de l'année 2026. Et qui dit premier numéro de l'année 2026 dit nouvelle année. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année, la santé surtout. Et qui dit santé dit force, courage, résilience. J'ai le plaisir de recevoir une brave femme, une femme qui a combattu le cancer du sein pendant plusieurs années. Une femme qui a été forte, résiliente, qui nous partagera son aventure et tout ce qu'elle a eu à traverser durant toutes ces années. Bonsoir madame, bienvenue sur ce podcast. Merci bien, bonsoir madame Soline. Comment vous allez? Très bien. Vous pouvez le constater. Oui, ça va super. Alors, vous pouvez vous présenter à nos chers internautes? Oui, je suis Madame Zena Moumouni, présidente de l'association Femmes sans cancer et juriste de formation. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous raconter un peu votre parcours. Vous pouvez me dire comment est-ce que ça a commencé? Merci bien. J'ai souffert d'un cancer de sein. Et comment ça s'est passé? Eh bien, c'était un matin. Je me suis réveillée comme tous les matins. Je me suis réveillée, j'ai senti un mal de cou. Et je tâtais le cou et je ne sais pas pourquoi, ma main est allée au niveau de ma poitrine, le haut, la partie supérieure externe de mon sein gauche. Et j'ai constaté une masse. Bon, la masse ne m'a pas effrayée. Néanmoins, je suis allée voir un médecin à cause du mal de cou. Arrivé, j'ai quand même pris soin de dire au médecin que j'avais quelque chose ici, une masse. Parce que vous le sentiez en fait. Oui. Mm-hmm. Donc, il m'a fait son analyse clinique et il m'a demandé un certain nombre d'analyses, notamment la mammographie, l'échographie mammaire. Et voilà, donc je suis allée voir le radiologue qui me l'a fait. Et à l'issue de ça, il m'a dit qu'il fallait continuer les analyses. Et donc, il fallait faire ce qu'ils appellent la biopsie. La biopsie, c'est ils ont anesthésié la partie malade, la partie où il y a un doute. Et ils ont introduit une grosse aiguille. Ils ont coupé quelques carottes de la masse. Ouais. Ok. Oui. Donc, du coup, on déchire un peu, si je comprends comment ça se passe. On ne déchire pas, on introduit une aiguille. C'est une grosse aiguille qu'on introduit. D'accord. Et puis, on a pris quelques carottes, on a envoyé à l'anapathie. Okay. Et 3 semaines après, les résultats sont sortis. Et les résultats révélaient que j'avais une hyperplasie atypique. Quand on dit que quelque chose est atypique, c'est que ce n'est pas vraiment clair. Ok. Et qu'il fallait donc peut-être revoir. Donc, ces résultats m'ont amené à voir un gynécologue sur recommandation du radiologue. Et le gynécologue m'a refait une échographie mammaire et m'a dit que ce qu'il est en train de voir, il lui semble que c'est un cancer. Un instant, la mammographie et l'échographie mammaire, c'est deux choses différentes ou c'est... Ah, ok. Oui, la mammographie, c'est une photo. On photographie, okay. Voilà. D'accord. Mais l'échographie mammaire, c'est un peu comme l'échographie du ventre. Okay. Là, on met une patte, on fait circuler un truc, voilà, tout autour du sein pour voir. D'accord, ok. Alors que la mammographie, c'est juste une photo. Donc, on n'a même pas à bien voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Oui, l'échographie mammaire est plus précis. D'accord. Voilà. Et donc, bon, j'avoue que c'était pas facile. Le fait de m'avoir parlé de cancer, j'ai eu peur. Et arrivé à la maison, je me suis confiée à mon époux. Ok. Je lui ai dit que voilà. Mais quelle a été votre réaction quand on vous l'a annoncé? Oui, quand on me l'a annoncé, je suis allée avec un moyen de déplacement, mais au retour, je marchais. J'ai marché pendant une longue distance parce que je réfléchissais. Oui. Un cancer, c'est dit que pour moi, le cancer, ce sont les autres, c'est pas moi. Toi, voilà. C'est ça. Et donc, je l'ai dit à mon mari, et cette nuit-là,
j'avais eu envie de couper mon sein, de jeter. Parce que quand j'étais couchée, je regardais mon sein, je dis le cancer. Donc, le sein est atteint de cancer. J'avais envie de me détacher de ce sein-là. Vous voyez, mais je ne pouvais pas. Bien sûr, c'est normal. Et le lendemain, je me suis confiée à mon entourage et une sœur, une cousine m'a parlé, m'a dit non. Et beaucoup, d'ailleurs, au moins 3 à 4 personnes m'ont dit de ne pas m'hasarder à aller à l'hôpital. Parce que si je vais à l'hôpital, je risque de mourir. L'hôpital ne traite pas ça. Et donc, on m'a recommandé d'aller voir une dame, afin d'utiliser les compléments alimentaires. Ok. Et il y a une dame qui vendait ces compléments alimentaires. Je suis allée la voir. Quand elle a vu, elle dit non, ça c'est rien du tout. Ça c'est vraiment, il y a des femmes qui viennent avec des seins puants et qu'elle traite. Et que la boule qu'elle a vue, la boule qui est à l'intérieur, quand je vais prendre les médicaments, ça va disparaître. Donc j'étais confiante. J'étais allée avec ma tante et elle nous a dit, maintenant on nous a prescrit des produits à concurrence de 500 000 francs CFA. Ok. Je n'avais pas cet argent. Donc nous sommes sortis, ma tante dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit non, je vais chercher l'argent. Elle m'a dit non, elle a de l'argent, elle va me prêter cet argent. C'est toujours les produits de la dame là? Oui. Ok. Et donc, le lendemain, ma tante m'a prêté les 500 000. J'ai pris des produits. Et j'avoue que j'étais psychologiquement à l'aise. Moi, j'étais déjà guérie. Ouais. Donc, j'ai commencé par prendre les produits 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien. Elle me disait qu'au bout d'1 mois, la boule allait disparaître. Mais je n'ai pas senti vraiment au contraire, j'ai senti comme si la boule avait augmenté de volume. En fait, la boule s'est détachée. Mais ça fait mal à l'intérieur? Non, ça ne faisait pas mal. C'était juste sensible. En fait, c'est ce qu'on dit lors de nos sensibilités. Le cancer, en fait, quand une femme dit qu'elle sent une boule et ça fait mal, ça soulage. Moi, je suis un peu tranquille. Mais quand elle dit que ça ne fait pas mal, c'est ça qui inquiète. Okay. Elle dit que ça ne fait pas mal et ça ne bouge pas, surtout. Mais quand ça bouge, ça glisse entre les 2 doigts, c'est pas très inquiétant. Ça peut être un kyste et tout. Et donc, 1 mois, rien. Je suis retournée voir la dame. Elle me dit non, je n'avais pas bien écouté ses explications. C'est 500 000 3 fois que je dis. Donc, ça fait 1 500 000. Ouais. Si j'avais cet argent. Mais elle a dit au bout d'1 mois, normalement, on devrait déjà avoir des résultats. Oui, elle a changé. Et si j'avais cet argent, j'aurais continué. Oui. Mais malheureusement. Et du coup, vous êtes retourné à l'hôpital, c'est ça? Oui, et puis je ne suis pas retourné à l'hôpital. J'étais là comme ça. Je me suis dit, bon, puisqu'on m'a déjà dit que l'hôpital ne traitait pas. Oui. Et donc, c'est un soir que je suis allée chez une amie et je lui parlais de ça. Elle m'a regardé et dit, mais comment j'agis comme une personne qui n'a pas été à l'école? Eh bien, comment je peux me fier à ce genre? Et elle m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Ce que j'ai fait. Arrivé, j'ai expliqué au médecin, elle a vu le truc et le médecin a dit non. Au lieu de refaire une biopsie, on devait m'opérer carrément. Enlever toute la masse et puis analyser. Parce que le fait d'avoir prélevé des carottes, on n'a pas pu vraiment... Les bons résultats. Voilà. Donc, il fallait enlever toute la masse. Et donc, on m'a programmé. C'était la première fois que j'allais subir une intervention. Et c'est ça qui m'effrayait, en fait, l'intervention. Ouais, c'était plus que, c'est-à-dire, le mal, enfin, le cancer même ne m'effrayait pas, mais c'était l'intervention. Je me suis dit, mais on va m'endormir, est-ce que je vais me réveiller? Et votre mari, il a agi comment? Il s'est comporté comment? Mon mari, c'est quelqu'un qui est introverti. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ressent, en fait. Mais la nuit où je lui ai dit, le soir où je lui ai dit qu'on m'avait détecté un cancer, le lendemain, je lui ai dit que, mais est-ce que tu sais que vraiment toute la nuit, je n'ai pas dormi? Ouais. Et il m'a dit non, entre-temps, tu as dormi. Donc, j'ai compris que c'est plutôt lui qui n'a pas dormi. Ça veut dire qu'il était très affecté. Ouais. Et donc, on m'a programmé une intervention. On avait fait ce qu'ils appellent, en matière de cancer, il y a 3 types d'interventions. On peut te faire une tumorectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la tumeur plus une petite marge de sécurité. Ou soit on te fait une quadrantectomie, ça veut dire qu'on enlève la tumeur plus une grande marge de sécurité, c'est ce qu'on m'a fait
ou soit on te fait l'ablation. Mais comment vous maîtrisez ce terme-là? Vous avez fait la médecine? Je n'ai pas fait de médecine, mais quand j'ai un mal, je fais des recherches. OK. Parce qu'il faut suivre. Quand on te fait un traitement, il faut suivre. Voilà. Donc, moi, on m'a enlevé et plus une grande marge de sécurité. Donc, comprenez que c'était à un certain stade. Donc, on a attendu les résultats et à l'époque, on avait envoyé ça en Europe parce qu'au Togo, il n'y avait pas encore des cliniques qui faisaient de ces analyses-là poussées. Et quand les résultats sont arrivés, le médecin m'a appelé et puis elle a su me l'annoncer parce qu'elle m'a dit que bon, et les résultats sont arrivés, mais c'est pas très, très, très bon. Tu vas suivre un traitement sur 6 mois. Et c'était quoi les résultats? Ils ont écrit que c'était un carcinome canalaire infiltrant de haut grade avec embole vasculaire. Donc, même si vous n'êtes pas médecin et vous entendez ça veut dire que ça fait peur. Et elle m'a dit non, que c'est rien du tout, je vais suivre un traitement. Et c'était quoi? La chimiothérapie. Ah ouais. Et là, vraiment, j'ai été effrayée. J'ai dit, mais le docteur m'a dit que vraiment, la chimio, c'est la moi. Elle dit non, de ne pas écouter, ça va bien se passer. Mais à la minute, elle m'a demandé de faire venir mon époux. OK. Donc, c'est ce que j'ai fait. Elle nous a reçus. Elle nous a dit que c'était un traitement onéreux et qu'il fallait vraiment... Onéreux, c'est-à-dire? Onéreux, c'est-à-dire c'était très cher, ça coûtait cher. Voilà. Donc, j'allais suivre 6 cures de chimiothérapie. À l'époque, une cure, c'est autour de 500 000. Et chaque 21 jours, il faut renouveler la cure. C'est pour ça qu'elle voulait que votre mari vienne aussi. Oui. Parce qu'il faut dépenser. Pour lui expliquer aussi. Oui. Et donc, et elle me dit, il faut revenir. Donc, j'ai compris que beaucoup de femmes viennent et partent et ne reviennent. Et moi, quand je suis sortie de chez le médecin, je me suis dit une chose. Je vais me battre. J'étais prête à me battre pour guérir. Et donc, nous sommes allés chercher des sous et on a commencé. Pour la chimie aussi, on m'a tellement effrayée que c'est une salle sombre, que c'est ceci, cela. Mais à ma grande surprise, ce jour-là, on m'a installée sur un lit. Et l'infirmière est venue. D'abord, les médicaments, c'est moi-même qui les ai achetés. On te prescrit et tu vas à la pharmacie, tu commandes d'abord. Voilà, à l'époque, ça prend combien de temps avant d'arriver? Ça peut prendre 1 semaine avant d'arriver. Donc, j'ai commandé et je suis allée avec les médicaments. C'est un protocole de médicaments, c'est plusieurs médicaments. Et on te place sous forme de sérum. Et donc, j'étais couchée en, disons, 45 minutes. On avait fini. Et puis, je me suis levée. J'ai dit, mais c'est tout. J'ai dit, mais les gens, on est frères. Il fallait le faire combien de fois? 6 fois, mais chaque 21 jours. Je sors, je rentre à la maison et puis je raconte comment ça s'est passé. Mais au bout d'une demi-heure, je sens que je n'arrive plus à parler. Vraiment. Je sentais une fatigue extrême. Au point même où pour parler, c'était difficile. J'ai dit que attention, donc les effets commencent par arriver. Et puis, c'est fini. Après, c'était des vomissements. Des vomissements. Je vomissais. C'est-à-dire, tu vomis, c'est comme si tes intestins vont sortir de toi. Tu vomis. Tout ce que tu mets, même l'eau là, tu rends. Donc, c'était terrible. Et puis, tu as un malaise. Tu n'es pas à l'aise. Donc, c'est ce que j'ai subi pendant 24 heures. Donc, après 24 heures, ça s'est calmé. Et puis, voilà. Et il fallait attendre 3 semaines. Donc, j'ai commencé ça. Et j'avais aussi dans le quartier des amis. J'avais des copines du quartier. Moi, je ne cache pas les choses. Je n'ai pas caché ma maladie. J'ai partagé avec... Parce que quand vous avez une maladie, vous cachez, ça vous pèse plus. Donc, après les 24 heures, j'étais pressée de retrouver mes amis. Et quand je suis sortie,
Et elles étaient là, bon, c'est une coiffeuse, quoi, qui a une terrasse. Et quand elles m'ont vu, elles ont commencé par applaudir. Elles riaient, elles me faisaient ça, tout ça. Donc, ça m'encourageait. Oui. Donc, voilà. Et 3 semaines après, 21 jours après, j'ai encore renouvelé le deuxième. La cure. Mais j'avais un problème. J'avais un problème de neutropénie. C'est-à-dire que pour te faire une autre cure, il faut faire des analyses pour voir, parce que la chimiothérapie détruit et les cellules saines et les cellules cancéreuses. Donc, ce qui fait que ça, durant le traitement, tu es encore plus faible et tu es vulnérable. Tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas, parce que tu es très vulnérable aux microbes, à tout ça. Voilà. Donc, moi, mais vous sortez pas beaucoup, non? Vous restez plus à la maison et tout, à part peut-être... Oui, mais j'allais au boulot. Vous avez la force d'aller au boulot à cette période? Oui, le médecin m'a conseillé d'aller au boulot, sinon ça va trop peser sur moi. Donc, j'attends une semaine, je gère les effets secondaires et puis je vais au boulot 2 semaines. OK. C'est ce que je faisais. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je souffrais d'une neutropénie. Ça veut dire que mes neutrophiles, les neutrophiles, c'est les globules, c'est les substances même des globules blancs. Parce que quand on te fait la chimiothérapie, tout baisse. Le foie, les cellules du foie, les organes, ça baisse. Et on doit te faire des analyses pour voir si au moins ça s'est régénéré. C'est pour ça qu'on donne au moins 21 jours pour que tu régénères à un certain niveau pour qu'on te refasse. Sinon, tu vas mourir. OK. Voilà. Donc, moi, j'avais une neutropénie et donc, à chaque fois, on me donnait encore une semaine. Et ce qui n'est pas très bien. Ça veut dire que le traitement ne sera pas très efficace. Et s'il faut 22 jours, parce qu'on n'a pas récupéré encore du premier, en fait. Voilà. Mais c'est ce que je faisais. Donc, j'ai fait une première cure, une deuxième cure, 3e. 4e cure, on m'apprend que après la chimiothérapie, je vais faire la radiothérapie. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et effectivement, quand j'ai fini la 6e cure... Et c'est quoi la radiothérapie? Oui, la radiothérapie, c'est des rayons. En fait, la chimiothérapie, tout ça, le premier traitement, c'est la chirurgie. OK. Le deuxième, la chimiothérapie permet, ça dit que ça empêche que les cellules qui se sont éventuellement propagées dans le sang ne se régénèrent, enfin, ne se développent, en fait, je crois, la chimie. Et donc, la radiothérapie, ça agit sur la racine même du mal. Parce que vous savez, un arbre, parfois, quand on coupe, la racine repousse. Oui, c'était vraiment pour détruire le mal. La racine. Donc, c'est des rayons qu'on envoie. Et ça ne se faisait pas à l'époque au Togo. Donc, j'ai fait ça, se faisait au Ghana, à 2 endroits. À Korle-Bu, où ils utilisent des appareils qui datent de 1970. Et qui parfois même, quand tu as un certain stade un peu faible, ça peut te tuer. Et là, c'était à 3 millions, la radiothérapie. Et puis, un autre centre, ça c'est le centre suédois. Et là, c'est des appareils de dernière génération, tout ça là, mais c'est à 5 millions. Sans compter l'hôtel, tout ça. C'est le traitement. Mais je n'avais pas 5 millions. Et là, on m'apprenait que à Bamako, il y avait également un centre où ils utilisaient des appareils de dernière génération. Donc, j'ai fait ma radiothérapie à Bamako. Donc, c'est des rayons qu'on vous envoie. Vous vous couchez juste 20 minutes. On vous envoie des rayons. Vous ne sentez pas vraiment. On vous envoie des rayons là-bas. Voilà. Et j'ai fait ça tous les jours, de lundi à vendredi. Les week-ends, ils ne font pas. J'ai eu 18 séances à 3 millions. Donc, après ça, je suis revenue. Mais côté financier, comment vous avez géré? Oui, côté finance, je suis fonctionnaire. Oui. L'assurance m'a beaucoup aidé. L'assurance INAM prenait à 80% le traitement de chimiothérapie. Et ça m'a vraiment sauvé. 80%? Oui. Donc, toute personne qui a une maladie. À l'époque, je ne sais pas maintenant comment ça se passe. D'accord. Mais c'était ça. Et puis vraiment, quand tu arrives même rapidement, c'est que c'est cette maladie, on te prend en charge rapidement. On sait que le poids, c'est une maladie. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a vraiment aidé. Mais pour la radiothérapie, INAM ne prend pas ça en charge. Et donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Il fallait vraiment
Et voilà, c'était pas facile. Mais j'ai réussi quand même à le faire. Et en parenthèse, j'oublie une chose. Oui. Après la chirurgie, quand j'ai fait la chirurgie, la quadrantectomie, les résultats sont venus. On m'a dit qu'on devait me faire un curage axillaire. Il fallait encore m'opérer et j'ai payé encore 400-500 000. D'accord. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est que en fait, normalement ça devait être une chirurgie, une seule chirurgie. On fait ça, mais le médecin avait sous-estimé la maladie. Et donc on m'a refait, on a enlevé 9 ganglions. On enlève les ganglions parce que quand tu as un cancer du sein, le premier relais, ce sont les ganglions. Et ce sont les ganglions maintenant. Les ganglions, c'est comme nos soldats qui empêchent. Mais quand ces ganglions-là commencent par se faire sentir, ça veut dire que ils ont été envahis par les cellules cancéreuses. Voilà. Donc, on a enlevé 9 ganglions et j'ai encore attendu quelques semaines. Les résultats sont venus parce qu'il faut qu'on sache si les ganglions sont atteints, si ce n'est pas atteint, combien de ganglions avant de te faire un protocole, de savoir comment traiter ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà. Donc, les ganglions sont arrivés. Sur les 9 ganglions, il y avait un seul qui était atteint. On parle de métastasé, mais sans effraction capsulaire. Ça veut dire que ça ne s'était pas éclaté. D'accord. Et le médecin m'a dit, ah, Dieu merci. Pour moi, Dieu merci, elle allait me dire, levez-vous, partez, c'est fini. Puisque un ganglion est atteint et il ne s'est pas éclaté, ça veut dire que c'est contenu. Mais suite à ça, j'ai fait ces cures-là. Et puis, j'ai fait la radiothérapie. Je suis revenu. Et de retour, je vais voir le médecin. Et il me dit que c'est pas fini. Que ça continue. Donc, je devais faire des contrôles. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses sont têtues. Donc, je faisais des contrôles chaque 3 mois. Il fallait faire un certain nombre d'analyses. Mais émotionnellement, comment vous vous sentiez? C'était pas facile quand même. Non, c'était pas du tout facile. Et il y avait que votre mari, il y avait un entourage autour de vous qui vous soutenait. Oui. Bon, les gens apprenaient, ils venaient, mais je vous jure tout que j'étais forte. Et puis, il y avait Dieu aussi. Oui, la prière aussi, vous avez aidé, c'est ça. Je priais. Parce que je priais dans ma chambre. À chaque fois, j'implorais Dieu. Mais malgré tout, je pleurais. Il m'arrivait d'être faible, de pleurer et tout. Mais je pleurais beaucoup plus par rapport aux moyens. Oui. Surtout la radiothérapie. Donc, en gros, pour comprendre, c'est qu'il faut vraiment avoir aussi des moyens pour combattre cette maladie. Bien sûr. Bien sûr, ça, il faut les moyens. Et puis, je crois que ce sont les moyens. Le manque de moyens, ça agit encore plus. Ouais. Et ça agit sur l'émotion, on se dit non, et puis, pendant ce temps, c'est qu'on ne mange pas comme d'habitude. Il faut avoir des repas spéciaux. Équilibrés, c'est ça, plus de fruits, de légumes. Voilà, parce que beaucoup de fruits, de légumes, il y a beaucoup de choses qu'il faut. La peau, il faut prendre soin de sa peau parce que... Mais je suis claire de nature, mais j'étais devenue noire. Les ongles noirs, les mains noires, j'étais méconnaissable, sans sourcils, sans cils. Ah ouais. Parce que les cheveux partaient déjà? Les cheveux sont partis après 2 séances. Les cheveux, donc je me suis dit, parce que quand tu tiens comme ça s'arrache. Ok, donc vous avez rasé la tête et tout. J'ai rasé et voilà, non, c'est terrible. Après, c'est des démangeaisons, des boutons. C'est vraiment, c'est terrible. Wow. Les plaies dans la bouche. Ok. Oui. Les yeux qui sont attaqués aussi, les yeux rouges qui picotent. Ça, ce sont les effets. Donc, chaque 3 mois, je devais faire un contrôle et ça aussi, c'est de l'argent. Telle radio, échographie du sein, tout ça. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et vous continuez encore maintenant jusqu'à présent? Oui, j'ai fait ça pendant 2 ans. Oui. Après, j'ai espacé de 6 mois. Chaque 6 mois, je devais faire le contrôle. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça fait au total 5 ans. Et maintenant, chaque année, je fais le scanner, je fais des trucs, tout ça. Donc, 5 ans après, 1 année, j'ai fait le contrôle. Et puis, on voit encore quelque chose. Le médecin regarde. Et puis, c'est une dame, elle dit non, mais on voit qu'au niveau de mes poumons gauche, il y a un nodule au niveau des poumons droits, il y a des lésions. Et ça, il y a combien d'années à peu près? Vous dites, on est en 2026. Oui, donc j'ai eu ça en 2000. J'ai commencé le traitement en 2016. Oui, donc ça fait 10 ans ça. Oui. Donc 6 ans après qu'on a encore redécouvert tout ça. Oui, 6 ans après on découvre ça
Et le médecin même dit que non, elle-même ne comprend pas. Mais vous avez combattu la maladie pendant combien de temps? 5 ans? Oui. Wow. Ouais. Et donc, il fallait refaire. C'est encore ça, c'est vraiment, tu te dis, tu avais tout ça pour rien. Oui. On t'a dit, ok, c'est bon. Oui. Et après une année, donc, il fallait encore aller prélever au niveau des nodules là, des poumons. Et ça, c'était à Tocoin qu'on a fait ça avec plusieurs professeurs qui étaient là. On introduit un truc dans les narines. Et ça, c'était toujours le sein ou c'était autre chose? C'est toujours... En fait, tout ça, c'est le sein qui amène ça. C'est les cellules cancéreuses. Qui agit sur tous les os. OK. Donc, on a prélevé encore des lésions là au niveau des lésions de nodules. Et puis, on a fait des analyses. Et après, on dit non, que c'est les séquelles de la radiothérapie. Okay. C'est ça qui a donné cette image-là. D'accord. Au scanner. Et donc, depuis lors, chaque année, je dois faire un bilan. C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Non seulement il faut avoir des personnes autour de soi pour pouvoir nous remonter le moral, il faut avoir les moyens financiers. Beaucoup de choses. Il faut surtout avoir le mental. Oui, avoir le mental. Maintenant, quel conseil vous pourriez donner à toutes celles qui combattent la maladie aujourd'hui? Voilà. Ce que j'ai à dire à toute femme à qui on diagnostique un cancer du sein, c'est d'abord d'accepter la maladie. Parce qu'on a constaté que les femmes n'acceptent pas la maladie. Il faut d'abord accepter que tu as la maladie et maintenant te dire que tu vas t'en sortir. C'est très important. L'acceptation de la maladie. Les femmes viennent chez nous, on sait que c'est ça. Elles refusent. Et quand tu refuses, parce que j'ai vu, durant mon parcours, j'ai vu des femmes riches, des femmes qui avaient des moyens, mais elles sont mortes parce qu'elles ont refusé d'accepter la maladie. Psychologiquement, elles n'étaient pas prêtes. Et donc, elles sont parties malgré tout ce qu'elles avaient comme argent. Voilà. Donc, très important. Et je conseille aux femmes à qui on a diagnostiqué, d'accepter la maladie et de se battre. Parce que c'est pas une fatalité, elles vont s'en sortir. Elles vont s'en sortir. Ouais. Il y a une anecdote que vous vouliez bien nous raconter dans votre parcours par rapport à d'autres personnes que vous avez rencontrées qui ont eu à avoir cette maladie, même à vous-même aussi personnellement, quelque chose qui vous a marqué durant votre processus, que ça soit vous-même ou votre entourage? Oui, bon, quelque chose qui m'a marqué, en fait, après cette maladie, l'intimité, les rapports même avec mon mari, c'était un peu difficile, au point même où je suis allée encore voir un gynécologue parce que j'avais des douleurs, j'avais des problèmes, et ce qui a même amené à me faire à m'enlever tout, l'utérus et tout. Ouais. Non. Ouais. Parce qu'ils ont eu des calcifications. On ne sait pas si c'est les médicaments qui ont agi sur ça. Oh là là, désolée. Oui. Donc, mais vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. Ah, Dieu merci. J'ai 3 enfants. Et voilà, non, c'était arrivé à un moment où c'était, voilà. Donc, le médecin m'a demandé si j'avais encore envie de faire des enfants. J'ai dit non. Et il a dit non, vaut mieux enlever. Oui, voilà, désolé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous quand vous avez porté la maladie? Oui, comme je l'ai dit, c'est le manque de moyens. C'est le manque de moyens. Sinon, j'étais vraiment mentalement forte. Et beaucoup même qui apprenaient que j'étais malade, quand ils arrivent, ils se rendent compte que moi, je suis encore plus forte que... Mais vous vous accrochez sur quoi pour pouvoir tenir? Bon, en réalité, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu parce que je parle avec Dieu. Je suis avec lui. Dans ma chambre, je me dis que au-delà de l'église, de la mosquée, tout ça, il faut prendre Dieu comme son protecteur. Il faut lui parler. Quand tu as un problème, parle-lui sincèrement dans la chambre et puis il va te répondre. Voilà. Comment est venue l'idée de créer l'association Femmes sans cancer? Oui, effectivement, l'association est venue du fait que j'ai traversé l'épreuve. Oui. Et traversant l'épreuve, j'ai vu des femmes qui souffraient. J'ai compris que c'était une maladie silencieuse. Donc, la mission même de l'association, c'est de briser le silence autour du cancer du sein. Donc, on informe, on réconforte et puis, voilà, on sensibilise. Et c'est aussi noté que le cancer du sein, c'est pas qu'on sensibilise que durant le mois d'octobre, c'est vraiment toute l'année. Oui, la preuve est que nous continuons avec le MAN Togo. On continue parce que c'est tous les jours.
Le combat, c'est tous les jours parce que de plus en plus, les femmes en souffrent. C'est ça. Et puis, on voit ces femmes-là mourir faute de moyens. Il y en a qui découvrent ça tôt, mais c'est faute de moyens. Elles n'arrivent pas à se soigner. Voilà. Okay. Donc, c'est ça l'idée de l'association. D'accord. C'est vrai que vous nous aviez raconté tous vos parcours, tout ce que vous aviez à subir. Et aujourd'hui, moi, je vais dire que vous êtes une femme forte. Vous êtes une femme courageuse. Et nous avions vu la perte de notre consoeur ivoirienne aussi par rapport à ce cancer. Et c'est vraiment force que vous faites de sensibiliser les gens. C'est vrai qu'on n'est plus dans le mois d'octobre où on nous sensibilise, mais je me dis sensibiliser toutes les personnes, toutes les femmes qui ont cette maladie, c'est pas évident. Et votre association, ils le font. C'est ce qu'ils font exactement, ou il y a d'autres choses encore que votre association fait, et vous-même aussi, la force que vous aviez à pouvoir parler de ça. Ouais. En fait, cette sensibilisation est née de la maladie que j'ai, parce que j'ai compris durant mon parcours que le cancer du sein, c'était une maladie silencieuse. Il y a un double silence. D'abord, les signes et symptômes sont silencieux. Et puis la patiente elle-même, lorsqu'elle découvre, elle est silencieuse. Elle ne fait rien. C'est quoi les symptômes? Voilà. Les symptômes, il y en a plusieurs symptômes. En fait, il y en a de 3 ordres. Au niveau de la forme des seins. OK. Il y a plusieurs au niveau de la forme des seins. Un sein peut être plus gros que l'autre. Ça peut être déformé. Et tout ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau de la peau des seins, peau d'orange, il y a lésions, il y a, voilà. Donc, au niveau de la peau des seins, il faut regarder. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'auto-examen des seins. On demande aux femmes de regarder la forme des seins, la peau des seins et puis les mamelons. Donc, c'est à ces 3 niveaux-là qu'il faut observer s'il y a un changement. Mais avant de savoir s'il y a un changement, c'est que la femme doit être habituée à ses seins. Il faut connaître ses seins. On n'a pas l'habitude de Voilà, il faut connaître ses seins. Il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple la fossette. Parmi nous, nous avons notre secrétaire. Elle, c'était la fossette. La fossette, un peu comme quand on a au jour, on les lance des os. Oui, c'est un signe par exemple. Okay. Mais il est silencieux. Et puis ces signes-là ne font pas mal. Elle avait une fossette. Bon, pour elle, c'est normal. C'est normal. Ouais. Voilà, jusqu'au jour où elle a appris que voilà, aujourd'hui, elle n'a plus son sein. Donc, on dit souvent que les hommes n'ont qu'à aussi nous aider dans la sensibilisation. Oui, on dit ça souvent. Lorsque si l'homme tête le sein, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, têter, sucer le sein. D'abord, l'homme ne tête pas le sein. Quand on tête un sein, c'est que quelque chose sort, le lait sort. Oui, donc, comme c'est un les bébé qui tête le sein. Et le bébé, lorsqu'il tête et le lait sort, c'est que la femme produit moins d'oestrogènes. Parce que ce sont les oestrogènes qui sont des facteurs de risque des cancers. Donc, pendant l'allaitement, la femme produit moins. Et puis, c'est pour ça que ça la protège du cancer. Maintenant, l'homme suce le sein pour donner du plaisir à la femme. Mais est-ce que ça, le fait de sucer, ça prévient le cancer? Je dis non. Ça ne prévient pas. Mais le fait de sucer le sein, ça déstresse la femme. Parce qu'on sait que le stress est un facteur de risque du cancer. On peut. OK. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et puis, la plupart des femmes ont découvert leur cancer grâce à leur mari. Parce que donc, on conseille aux hommes de sucer les seins, mais il ne faut pas sucer dans l'obscurité, il faut connaître les seins de vos femmes. Parce que la femme, elle ne regarde que le reflet de ses seins. C'est l'homme qui regarde le sein. Tu ne peux pas regarder tes seins, c'est ton mari qui regarde bien les seins. Toi, tu regardes au miroir, toi, tu regardes l'image de tes seins et c'est l'homme qui regarde les seins. Et donc, c'est très important, c'est bien. Et on demande aux femmes, lors de nos sensibilisations, de laisser les seins à leur mari. Ça, c'est important. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, quel message vous vouliez adresser à la jeune fille? Parce que nous, dans cette émission, c'est vraiment pour sensibiliser toutes nos sœurs. Et je me dis à la jeune fille qui ne sait peut-être pas ou qui ne se fait pas consulter, quels sont ces messages que vous pourriez leur adresser? Oui, le message que j'ai envers nos filles, et même nos mamans, tout le monde,
D'abord, la jeune fille, c'est pourquoi on insiste sur l'auto-examen des seins, on insiste au niveau de la jeune fille. Parce qu'on parle de l'auto-examen des seins, les femmes ne sont pas habituées. Donc, c'est déjà à partir de l'étape de la jeune fille, c'est la jeune fille qui doit s'habituer à l'auto-examen des seins. Et comme ça, quand elle est même femme, elle va continuer. Donc, l'auto-examen, on demande aux femmes de faire l'auto-examen de leurs seins. Jeune fille, femme, faites régulièrement l'auto-examen de vos seins. Faut nous faire un exemple. Comment on fait l'auto-examen? Alors, l'auto-examen des seins, c'est quoi? C'est l'observation des seins et l'autopalpation. D'accord. Alors, observer ses seins, c'est être placé devant un miroir, torse nu, et puis on regarde ses seins. L'observation, juste regarder. Et ce que j'ai dit, regardez les 3 niveaux. La forme des seins, la peau des seins et les mamelons. Vous regardez, vous admirez. Je dis même souvent, admirez vos seins. Regardez, est-ce qu'il y a une tache? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un sein qui est plus gros? Est-ce qu'il y a une fossette? Regardez. Ça, c'est l'observation, la première étape. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'autopalpation. L'autopalpation, c'est juste tenir là et puis mettre la main derrière et puis palper. Ok. Habituellement, on dit de diviser les seins en 4 parties. Nous, on ne dit pas ça parce que suivre le sens de l'aiguille de la montre, c'est compliqué pour les femmes. Mais il faut être allongé ou même debout? Voilà, la meilleure façon, c'est la position couchée. Ok. La position couchée est la meilleure position pour faire. Vous pouvez même jouer au piano. Vous pouvez faire ça avec de la musique. Vous mettez votre bonne musique, vous dansez. Il ne faut pas que ce soit stressant. Vous faites de la musique, vous dansez et puis vous palpez. N'oubliez pas les aisselles. Okay. Et à la fin, n'oubliez pas de presser le bout des mamelons pour voir si un liquide va sortir. Parce que ça fait partie aussi des signes et symptômes du cancer du sein. Le liquide qui sort ou bien le lait qui sort alors que vous n'allez pas. Okay. Voilà. Donc, faites l'auto-examen régulier des seins. Et habituellement, l'autopalpation, c'est 1 fois le mois. Et quelques jours avant les menstruations pour les femmes qui font des menstruations. Pourquoi? Parce que et après les menstruations. Avant les menstruations, les seins sont denses. Ça, c'est sensible, ça fait mal. C'est plus lourd et tout. Voilà. Aussi. Donc, faites ça. Et en cas d'un quelconque changement, n'hésitez pas à aller voir le médecin. Ouais. Très, très, très important. N'allez pas voir un guérisseur. Ne prenez pas le citron, mettre dans de l'eau chaude pour dire que vous allez boire tout ça. Non. Allez voir le médecin et seul le médecin, et à partir des analyses, pourra vous dire ce dont vous souffrez. Parce que quand vous voyez, ne paniquez pas. Parce qu'il y a des femmes qui paniquent. Ça peut ne pas être ça. Donc, ne paniquez pas parce que le médecin, même à vue d'œil, ne peut pas vous dire que vous avez un cancer. Ce sont les analyses, les résultats d'analyse qui peuvent infirmer ou confirmer. Voilà. D'accord, merci. Et pour la femme qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer, quel message vous pourriez leur adresser? Oui, à cette femme-là, je dirais que c'est pas une fatalité. Elle n'a qu'à se battre. Elle n'a qu'à se battre. Et il y a eu des femmes, nous avons connu des couturières qui ont, et c'est pour ça que lors de nos sensibilisations, surtout les revendeuses, on demande aux femmes d'épargner. Épargner, acheter par exemple des terrains et tout ça. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour se traiter. Pour se soigner, ouais. Et donc, parce que c'est une maladie dont le traitement coûte cher. Donc, il faut épargner. Toi, la femme, épargne. Si ton mari même dit qu'il n'a pas de moyens, toi-même, finance ton truc et puis traite-toi. Tu vas t'en sortir. Cancer ne veut pas dire mort. Voilà. Et pour contacter votre association, comment est-ce qu'on fait? Sur les réseaux sociaux, vous avez un contact? Oui. Pour contacter l'association, il faut simplement nous appeler au 90 plus 228 90 02 49 29. D'accord. Ouais. Merci à vous. Merci pour ces beaux échanges. Merci. Et à la prochaine alors. Merci à vous. Ne jamais baisser les bras, quel que soit ce qu'on traverse. C'est ce que nous pouvons retenir de l'aventure de Mademoiselle Zainab. Et sur ces mots, je vous dis, battez-vous, quel que soit le combat que vous menez aujourd'hui. Elle a été forte, elle a été courageuse, résiliente, elle n'a jamais baissé les bras et nous vous le souhaitons. Alors, ne baissez pas les bras, continuez par vous battre et on se dit que le succès sera toujours devant. Sur ce, nous vous disons merci. Merci d'avoir suivi cet épisode depuis le début. On se capte à la prochaine et à bientôt. Bye!